Un petit rhume, une toux, une fièvre, des douleurs abdominales, des maux de tête, etc. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de prendre des médicaments pour soigner une maladie qui semble anodine sans consulter un agent de santé. L'automédication, un réflexe pour soigner les petits bobos de la vie courante, est une pratique qui nécessite quand même quelques précautions. L'automédication est définie comme la prise de médicaments sans avis médical, favorisée par l'accès facile à l'information via les médias de presse, Internet et la publicité. Cette pratique tend à se généraliser sans que les concernés ne se doutent des méfaits, voire des risques et conséquences qu'entraîne cette pratique. Une pratique qui nous interpelle, d'où l'intérêt de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Innocent Pierre Guissou, docteur en sciences pharmaceutiques, spécialiste de pharmacologie et de toxicologie. Il est professeur titulaire hospitalo-universitaire, Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo et CHU Yalgado Ouedraogo. Avec nous sur ce plateau également, professeur Charlemagne Ouedraogo. Professeur Ouedraogo est le président du Conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou. Docteur Nedie Nao. Docteur Nao est le président du Conseil régional du Centre de l'Ordre des pharmaciens du Burkina. Et avec nous ce soir également, Dr Kwasi Gampini Sandrine Estelle. Dr Gampini est pharmacienne, chef de service du Centre de documentation et d'information sur le médicament. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir chers téléspectateurs et merci de suivre Santé Mag. Vos questions et préoccupations sont attendues au 25 40 79 03. Avant de parler d'automédication, j'aimerais qu'on parle d'abord de médicaments. Professeur Guissou, qu'est-ce qu'un médicament? La définition, tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité pour participer à une discussion d'information, disons, à la population. La définition des médicaments dépend des critères d'usage qu'on veut en faire. Mais pour simplifier, c'est le produit que le médecin a prescrit et que le pharmacien remet au malade pour pouvoir avoir son traitement. Ça, c'est le plus simple que je peux dire. Mais si vous prenez un médicament, pour qu'il soit médicament, il faut que la réglementation lui donne la force de médicament. C'est ça qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Okay. Alors, donc, pour maintenant que le patient ou la population comprenne, un médicament est composé d'un principe actif, c'est ce qui fait la force du médicament, plus des excipients qui permettent de mettre en forme le médicament tel qu'on le désire pour que ça puisse arriver à traiter le patient. Voilà. Donc ça, c'est donc il y a une définition légale, ça c'est la loi qui le fixe, c'est dans le code de santé publique. Il dit donc, bon, c'est trop compliqué pour... c'est pour ça que j'ai synthétisé ça comme ça. Pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Docteur Gampini, quelle est la réglementation en matière de médicaments au Burkina Faso? Il faudrait dire qu'au niveau de la réglementation, au niveau du Burkina Faso, pour ce qui est des médicaments, on a une réglementation assez fournie par plusieurs textes et elle se situe à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau national, il faut dire que nous avons d'abord le Code de santé publique. Donc, ce Code de santé publique, en son livre 4, qui définit en tout cas toute la réglementation sur les produits pharmaceutiques, autres produits, pharmacopées traditionnels, etc. Et à la suite du Code de santé publique, nous avons également des décrets et des arrêtés d'application qui permettent de faciliter l'application de ce qui est contenu dans le Code de santé publique. Et ces arrêtés-là, on a par exemple l'arrêté qui fixe un peu comment on doit faire les essais cliniques, c'est-à-dire pour le processus de fabrication même des médicaments. Nous avons également l'arrêté qui traite un peu de comment on enregistre un médicament au niveau du Burkina Faso, les autorisations de mise sur le marché. Nous avons également des arrêtés qui réglementent un peu la publicité, par exemple. Et nous avons, ça c'est ce qui se passe au niveau national. Au niveau sous-régional, nous avons le règlement de l'UEMOA
qui définit aussi certaines règles sur l'enregistrement des médicaments et également sur le contrôle de la publicité. Nous avons également des règles au niveau international, je veux dire au niveau de l'OMS par exemple, qui sont appliquées au niveau du Burkina Faso, également au niveau de l'Union africaine et aussi au niveau de l'Organisation internationale du contrôle des stupéfiants. Donc c'est vraiment un ensemble de règles qui sont appliquées au niveau du Burkina Faso pour réglementer un peu l'utilisation et l'importation des médicaments. Professeur Ouedraogo, quelles sont les raisons essentielles de l'automédication? Alors, les raisons essentielles de l'automédication se justifient par le recours donc, à la prise de ces médicaments pour soigner des problèmes qui sont des maladies souvent connues ou ressenties par le sujet qui peut se présenter même à l'officine, au comptoir et demander un médicament, soit qu'il demande le médicament ou il demande un conseil. Donc ce sont ces raisons-là, les nombreuses maladies qui incitent les populations à l'automédication. Et aussi les difficultés d'accès à l'offre de soins par le personnel soignant, qui sont également des causes donc, pour justifier cette ampleur de l'automédication. Donc les raisons sont partagées et multiformes. Okay. Docteur Nao, est-ce qu'il y a d'autres motifs pour l'automédication? Ok, merci beaucoup. Peut-être ce que je peux ajouter à ce que le professeur a dit, il y a en fait la banalisation de certaines pathologies et même des médicaments. Parce que, avec l'initiative de Bamako, c'était une politique pour faciliter l'accès des populations aux médicaments, les gens ont compris. Et ça a amené certaines personnes à banaliser les médicaments. Il y a le pouvoir d'achat aussi de la population. Qui a augmenté ou qui a baissé? En fait, le faible pouvoir d'achat fait que des fois, en fait, on pense qu'aller en consultation, aller payer les frais de consultation, revenir payer les médicaments, et ça devient compliqué. Donc, les gens cherchent des raccourcis. Il faut aller rapidement. Oui. Bon, l'autre, il y a le manque de temps. Il y a certaines personnes qui trouvent qu'ils sont très chargés, ils n'ont pas le temps d'aller en consultation. Tout ça, c'est un peu ce qui a été dit, l'accès difficile au service de santé. La médecine traditionnelle est reconnue par le ministère de la Santé. Est-ce que prendre un produit traditionnel est de l'automédication, docteur Gampini? Oui, on peut dire que prendre un médicament traditionnel et faire un peu de l'automédication, en ce sens que si le médicament traditionnel a suivi toute la procédure, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un médicament au sens de la réglementation, effectivement, aller le prendre sans un avis médical ou sans l'avis d'un praticien qui est la personne habilitée en tout cas j'allais dire, à prescrire ce médicament constitue de l'automédication. Voilà, c'est ce que je peux. Professeur? Oui. Bon, disons que à partir du moment où on dit médicament, c'est comme ce qu'elle a dit, c'est quelque chose qui est homologué. Donc, il ne faut pas confondre celui-là avec la plante que les gens vont cueillir au hasard, ils se soignent, soi-disant parce que c'est connu depuis longtemps que cette plante soit une telle chose. Comme à cette période, les feuilles de papaye pour traiter le paludisme. Voilà, c'est tout ça. Mais il faut dire qu'actuellement, la réglementation au niveau du Burkina dit que selon la directive de l'OMS, si un tradithérapeute utilise des produits pour traiter ces malades, je dis bien ces malades, la recherche peut développer cette recette-là sous forme de médicament qu'il propose à AMM. Et là, ça devient un médicament dit à base de plantes. Et là, ça correspond à ce que le médecin va prescrire, etc., pour que ce soit utilisé. Donc, il y a de l'automédication également à ce niveau. Et quelle est la place des médicaments de la rue dans l'automédication? Toujours avec le professeur Guissou. Excusez-moi de vous dire, il n'y a pas de médicaments dans la rue. C'est un poison qui est dans la rue. Ce n'est plus des médicaments. Parce que dans la réglementation, c'est dit que si le médicament reçoit l'AMM,
Le circuit licite où il doit être, c'est l'officine pharmaceutique ou dans les hôpitaux. Mais ce qu'on trouve dans la rue, nous, on les appelle des poisons, directement. Docteur Nao? Bon, par rapport à... En fait, je ne sais pas s'il faut ajouter, c'est des poisons, comme je dis. En fait, malheureusement, c'est la porte d'entrée de l'automédication. C'est un des facteurs favorisant l'automédication. En fait, des fois, il y a une anecdote qui me fait rire. Il y a un jeune qui vend ses médicaments. Un jour, il vient dans mon officine pour payer. J'ai dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas? Il dit, non, lui, il cherche l'argent. En fait, malheureusement, ces vendeurs-là ne consomment pas ces produits. Donc, il est conscient que ce qu'il vend n'est pas des médicaments, c'est pas bien. Donc, il vient se soigner dans les circuits normaux. Mais il vend ses médicaments, ses poisons. Et il va chercher le médicament pour se soigner. Lui, il vend des substances. Le phénomène du médicament de la rue fait désormais partie des habitudes de beaucoup de Burkinabés. C'est un constat malheureux, certes, mais qui est devenu une nouvelle forme de soins de bon nombre d'urgences. L'automédication est devenue le premier réflexe en matière de traitement de plus d'un Burkinabé. Je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Issa Ouedraogo et Lazare Pouya. Il y a paracétamol, souvent qu'on vend, que les gens vendent. Il y a aussi pénicilline et bien d'autres médicaments. Je ne connais pas trop les noms, mais c'est que les gens vendent du paracétamol. Il y a des comprimés qu'on appelle Nivaquine. Il y en a Missile, 2 couleurs. Souvent, je vois du paracétamol, de l'ibuprofène. Je retrouve parfois même nos produits pharmaceutiques paracétamol falsifiés qui se retrouvent dans les rues. Et les gens prennent ça, ils vendent. Bon, c'est surtout ces produits un peu fabriqués par des gens qui ne sont pas spécialistes dans la matière, qui ne sont pas des vrais scientifiques, je peux dire. J'ai eu à payer paracétamol et albendazole aussi. Mais depuis que je suis venue en médecine, j'ai vu les effets de ces médicaments. Vraiment, je me méfie. Et je conseille à mes proches vraiment de s'en méfier aussi, parce que les médicaments de la rue ont des effets néfastes. Il arrive souvent que je paye des médicaments sans ordonnance. Quand il s'agit des médicaments tels que le paracétamol, l'ibuprofène, les Feralgan, même les médicaments contre le palu. J'ai déjà payé des médicaments à la pharmacie sans ordonnance, mais bon, c'est surtout paracétamol. Même cette année, j'ai eu des problèmes, ça ne vaut même pas 2 semaines. Il fallait que j'aille à la pharmacie. J'ai pris du paracétamol pour que la fièvre se calme. Et il y en a encore chaque année, en tout cas. Dès que je me sens des malaises, j'y vais pour m'en procurer. Juste pour calmer, oui, sans ordonnance. Aller se consulter avant d'aller payer. Bon, je veux dire que quand c'est juste une fièvre, je me dis que bon, c'est peut-être un simple dysfonctionnement de l'organisme. Et quand on prend ce produit, on verra par rapport à la réaction prochaine de l'organisme, on s'en va maintenant au plus haut degré pour les consultations. C'est ce que moi j'ai fait en tout cas. Des quantités énormes de médicaments sont servis chaque jour au Burkinabé. Ce sont entre autres les médicaments d'officine livrés sans ordonnance, des médicaments de la rue et des produits de la pharmacopée traditionnelle. Même si l'automédication n'est pas sans danger pour les populations, le phénomène a de beaux jours devant lui. Reportage signé Issa Ouedraogo et Lazare Pouya. En ville comme en campagne, l'automédication prend de plus en plus une proportion inquiétante. Il n'existe pas de statistiques, mais un simple constat fait ressortir qu'ils sont nombreux ceux qui font l'automédication. J'ai pris, une fois j'étais malade, on m'en a donné, j'ai pris. Après m'avoir douché, j'ai senti que le produit travaillait en moi. Ça veut dire, c'était vraiment une dose excessive. Et j'ai dû prendre de l'huile même pour que ça se calme. Pourtant, tous sont unanimes à reconnaître que la consommation de stupéfiants ou des médicaments de la rue font saper les efforts de production et de développement socio-économique. Des anabolisants pour un travail physique, mais aussi pour des comportements aux conséquences parfois désastreuses. À Ouagadougou, tout comme à Bobo-Dioulasso, la vente des médicaments de la rue se développe malgré la loi qui interdit leur vente au Burkina Faso.
Selon les spécialistes du domaine, on estime à ce jour au Burkina Faso à un seuil de 10% du marché, ce qui représente une somme d'environ 8 milliards de francs CFA. Ici, toutes sortes de médicaments sont vendus aux populations. Les consommateurs, eux, sans aucune consultation, connaissent leurs médicaments qu'il faut prendre. Quand j'étais au village, souvent j'achetais. Quand c'est vraiment urgent, j'achetais souvent paracétamol. Autre cas semblable à l'automédication, la pharmacopée traditionnelle. Elle est propice à l'automédication. Ici, elles sont nombreuses les femmes qui viennent tous les jours avec leurs enfants pour récupérer des tisanes de toutes sortes. C'est une tante qui m'a montré le coin là. Donc, quand la femme ne se sent pas, ou bien si elle a mot de vendre comme ça, je viens ici. Je gagne un peu de produits pour aller utiliser, puis ça va. Ma fille n'a pas un an, mais depuis qu'elle est née, c'est ce lieu que je fréquente. Entre-temps, j'ai arrêté de venir et voilà que ma fille a plus de 8 mois. Elle n'arrive pas à marcher à 4 pattes. À présent que j'ai repris le chemin, mon enfant marche à 4 pattes. Mieux, elle se tient debout. Quand j'ai accouché, une semaine après, je suis venue ici avec mon enfant pour prendre des tisanes. J'ai également pris des produits contre ces rougeurs. J'ai fait bouillir les tisanes pour le laver et le purger. Sa physionomie a changé. Signe qu'il se porte mieux et c'est la raison pour laquelle je continue de venir ici. D'autres comme celle-là préfèrent venir ici au lieu d'aller dans les formations sanitaires. Raison avancée, sa maladie n'est pas médicale. C'est une de mes tantes qui m'a indiqué cet endroit. Au cours du 3e mois de ma grossesse, j'ai commencé à venir ici pour prendre les produits pour la purge. Ces produits soignent le fœtus et facilitent l'accouchement. Donc, je viens chaque fois en prendre pour mes soins. J'ai recours aux formations sanitaires juste pour les peser. Plusieurs maladies, surtout celles des enfants, sont traitées par Alimata. C'est surtout les maladies des enfants comme les rougeurs, le frontanel et d'autres maladies infantiles que je soigne. En plus, j'ai des produits pour améliorer l'état de santé des enfants pour qu'ils soient toujours en forme. Ici, Alimata prend d'abord l'enfant, l'observe bien, puis écoute la maman de l'enfant avant de choisir les tisanes pour les soins. C'est à l'âge de 10 ans que j'ai commencé les soins en Côte d'Ivoire. Avant, je ne soignais pas. On me donnait 10 francs ou 25 francs et je partais en brousse chercher les feuilles et écorces des plantes. Si quelqu'un vient ici avec sa maladie, si j'ai les tisanes ou d'autres produits contre son mal, il sera guéri. Aussi, je soigne les femmes enceintes, les hémorroïdes et bien d'autres maladies. Les tisanes et autres médicaments pour le traitement des maladies des femmes existent. Le coût de ces produits varie entre 500 et 25 000 francs CFA. Les femmes qui ont des douleurs pendant les règles viennent beaucoup me voir. Celles qui rencontrent des difficultés pour tomber enceinte et celles qui ont pris des produits ayant perturbé leur menstruation trouvent également satisfaction ici. En quelques mots, je soigne les maladies des femmes, je soigne les conséquences de la prise de certains médicaments qui perturbent l'organisme, je soigne aussi les femmes qui ont des difficultés pour accoucher. Alimata exerce ce métier depuis plus de 17 ans, cela pour le bonheur des enfants et des populations. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Nous venons de suivre des reportages. Professeur Guissou, quelle est d'emblée votre réaction par rapport au reportage que nous venons de suivre? Je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'informations, de sensibilisation médicale qu'il faut faire. Parce que vous avez entendu dire que bon, quand on prend les médicaments,
on devient malade et on va en tradithérapie et puis on soigne ce malaise. Et également la notion de maladie là même. C'est pas la conception que le tradit praticien a de la maladie n'est pas la même chose que ce que la médecine conventionnelle fait, de telle façon que dans leur pratique, bon, ils font des actes irrationnels pour nous, et comme eux-mêmes ils ne sont pas capables d'expliquer clairement à quoi ça correspond, bien sûr qu'on retrouve à l'hôpital des gens qui, après avoir fait plusieurs tradis praticiens, se retrouvent en état gravataire, gravement malades, et pour le rattraper, ça devient difficile. Vous pouvez même avoir un médecin qui reçoit son patient, il le traite, et ça va, il rentre chez lui, et il y a le tradithérapeute qui passe après le médecin. Et le lendemain, le médecin vient, il ne comprend pas pourquoi le malade a encore des problèmes comme ça. Voyez. Donc tout ça, c'est pour ça que je disais qu'il faut faire de l'information pour utiliser au mieux la médecine traditionnelle. Parce que normalement, dans la stratégie, le ministère de la Santé reconnaît les deux systèmes. Système médecine traditionnelle, médecine conventionnelle. Si quelqu'un veut aller vers la médecine traditionnelle, on ne peut pas... Voilà, mais la pratique est encadrée aujourd'hui par le ministère de la Santé, qui les a obligés à avoir eux-mêmes leur propre déontologie, code éthique. Parce que, bon, c'est des gens qui reçoivent. Si tu quelqu'un, pourquoi on va dire qu'à l'hôpital, quelqu'un est parti, il est mort, on dit que c'est grave. Et quand il va chez le tradit praticien, il est mort là-bas, on trouve que c'est normal. Ouais, donc, je crois qu'il faut qu'on renforce l'information des populations. À partir du moment où il y a des structures de santé accessibles, bon, il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. Et sinon, parce que même si vous prenez les plantes, vous pouvez avoir deux plantes qui se ressemblent et on croit que c'est la même plante. Et en prenant la mauvaise plante, on peut avoir une erreur fatale. Mais, voilà, mais celui qui consomme, lui, il ne le sait pas. Vous voyez, mais le tradithérapeute, lui, connaît les plantes. Vous voyez un peu comment c'est complexe. Voilà. Très complexe. Voilà. Docteur Nao, vous voulez revenir sur les facteurs favorisants de l'automédication? Bon, oui, on peut ajouter quelques éléments, rien qu'en voyant un peu le reportage. Vous voyez qu'il y a un grand facteur, il y a la pauvreté, il y a l'ignorance ou l'analphabétisme, je ne sais pas ce qui est. Peut-être l'ignorance, parce que dans le reportage, il y a des prestations de 25 000. Donc, je pense que quelque part, c'est plus par l'ignorance. L'autre élément qu'on peut ajouter, si vous voyez, la plupart des gens n'ont pas un système d'assurance maladie. Donc, il y a l'absence d'assurance maladie universelle. Ça allait résoudre un peu le problème. Bon, quelque part, nous, en étant en contact avec les clients, des fois dans nos officines, il y a un problème prescripteur malade. En fait, ils trouvent qu'ils ne sont pas bien accueillis dans les formations sanitaires. Ils trouvent que, voilà, donc, ça peut justifier aussi, ça peut... de mauvaises relations entre... Donc, il va falloir améliorer l'accueil. Et puis, bon, et les médicaments je l'ai tantôt dit, les médicaments de la rue, c'est un des facteurs. Comme... c'est la terminologie, sinon nous, pharmaciens, on dit les poisons de la rue. Mais vous, en tant que pharmacien, quel est le niveau d'implication de l'équipe pharmaceutique dans l'automédication? Ok, et en fait, vous voyez, l'automédication, on l'a tantôt dit, c'est un phénomène d'actualité, on ne peut pas tout de suite vouloir l'interdire, ça va poser un problème. Nous, au niveau des officines, l'équipe officinale, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque des patients se présentent à nous pour une demande de médicaments, on essaie de
de voir en fait qu'est-ce qu'on fait. Il y a deux situations. Si c'est des médicaments qui sont classés, des médicaments hors liste, que nous appelons des médicaments conseils, en fait, on échange avec l'intéressé au besoin. En fait, si on doit lui donner les médicaments, et c'est accompagné des mesures d'utilisation correcte du médicament pour que les seconds cas qui se présentent, c'est des gens qui viennent à l'officine sans ordonnance et qui veulent des médicaments, ils veulent des soins, consultation. Voilà, où en fait ils veulent des médicaments qui sont soumis à prescription. Et là-bas, c'est pas toujours facile de les faire comprendre. Nous, quand on est au comptoir, on les explique, ces médicaments, vous ne pouvez pas l'avoir sans ordonnance, parce que on les explique. Mais en fait, des fois, nous aussi... Est-ce que c'est pas tout le temps que le pharmacien est là? Est-ce que souvent, vous êtes sûr que en fait, les vendeurs... Bon, en fait, nous, et les termes vendeurs même, en fait, je n'aime pas trop. En fait, c'est des auxiliaires en pharmacie, c'est nos collaborateurs. Et tout ce qu'ils font, ils le font sous la supervision directe du pharmacien. Donc, dans tout ce que le pharmacien refuse de donner sans ordonnance, l'auxiliaire... Normalement, en fait, il ne peut pas le faire. C'est vrai qu'il y a des dérives, il y en a qui... Sinon, en fait, chacun connaît un peu la législation. Quelque part au début, j'ai dit que les gens ont banalisé certains médicaments. On va revenir là-dessus. Quelqu'un qui se présente dans mon officine, il veut de l'amoxicilline. Je vais le faire comprendre que, mais il ne peut pas admettre ça. En fait, il a banalisé les gens. On vend de l'amoxicilline sans ordonnance. Mais en fait, normalement, ça ne devrait pas se faire. Mais c'est la réalité. Mais voilà. Ce qu'il faut dire, l'automédication n'est pas proscrite en réalité. C'est une pratique, même en Europe, ça existe. Mais ça doit se faire sous le contrôle et l'accompagnement du pharmacien qui prend ses responsabilités. S'il y a quelque chose qui arrive, il est responsable pénalement et tout. C'est ça, c'est comme ça. Mais comme il dit, les médicaments que l'on dit à substance vénéneuse, c'est-à-dire c'est des poisons ou des produits dangereux qui y sont, ça, ils n'ont pas le droit de donner ça à un patient sans la prescription du médecin. Alors, j'ai amené des médicaments pour qu'on voit, voilà, quand le patient voit... Est-ce qu'on peut zoomer sur le paquet? On peut zoomer sur le paquet. Quand, sur le paquet, vous avez ce cadre rouge-là. Ça s'appelle... ce sont des médicaments de liste, des médicaments réglementés. On ne doit pas donner ça sans l'ordonnance du médecin. Ce n'est pas possible. Et ce sont des médicaments dont la dose qui peut traiter là est proche de la dose qui peut te créer des problèmes. C'est pour ça qu'on ne doit pas le donner comme ça. Ça, c'est la première liste. La deuxième liste, elle aussi maintenant, elle est comme ça. Elle est verte. C'est vert comme ça. Vous voyez, c'est marqué liste 2. Et ça aussi, ça ne doit pas se donner sans ordonnance. Et donc, voilà. Donc, il faut éduquer la population en disant, voilà, on ne peut pas vous donner ça, c'est réglementé. Donc là, je vais soit vous référer à un médecin, vous allez aller là-bas ou à l'hôpital, etc. Mais ne pas donner ces médicaments. Les autres médicaments qui ne sont pas dans les listes là, ça ne veut pas dire que ce pas des médicaments dangereux. Vous prenez quelqu'un qui prend du paracétamol tous les jours, il va bousiller son foie. Ça, c'est clair. Ou bien quelqu'un, l'aspirine, simple aspirine là. Il y a des gens, quand ils prennent l'aspirine, ils font des hémorragies par l'anus, tout de suite. Donc, vous voyez, ce n'est pas des petits médicaments. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des médicaments conseils que le pharmacien doit proposer au patient momentanément en lui disant, parce qu'il y a un qui a dit que lui il avait la fièvre après le paracétamol, mais la fièvre est due à quoi? Lui ne se pose pas cette question. Alors il a dit que c'est un déséquilibre de l'homme. Mais c'est quel type de déséquilibre? Vous voyez un peu. Donc mieux vaut toujours être précautionneux. Le pharmacien et le médecin doivent travailler la main dans la main pour la prise en charge des patients. Par rapport à ce que le professeur vient de dire, cela veut dire, docteur Gambini, qu'il y a bien une liste de médicaments
en libre service que l'on peut procurer sans ordonnance au Burkina, à l'image de certains pays européens? Je dirais pas forcément à l'image de certains pays européens, parce que notre réglementation est beaucoup plus basée sur, j'allais dire, cette classification de médicaments contenant des substances vénéneuses, c'est-à-dire les médicaments de la liste 1, liste 2 et les stupéfiants. Maintenant, pour ce qui est effectivement des médicaments hors liste, ils peuvent être obtenus à la pharmacie via un conseil éclairé du pharmacien. Et nous n'avons pas au niveau de notre réglementation une liste écrite, j'allais dire, où on a listé vraiment l'ensemble des médicaments hors liste. Non, nous n'avons pas encore, mais on se base toujours sur la réglementation qui nous dit substances vénéneuses, médicaments contenant substances vénéneuses. Il ne faut pas la vendre sans ordonnance. Et les médicaments qui ne contiennent pas de substances vénéneuses peuvent être obtenus sur conseil du pharmacien. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Okay. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebego. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Monsieur Kabouré Abnou a appelé de Ouagadougou. Il veut savoir si les médicaments de la rue vendus hors des pharmacies peuvent rendre malade. Comment concrètement cela peut vous rendre malade si vous les prenez? Monsieur Paulin Ouedraogo suit l'émission depuis Orodara. Il a plusieurs préoccupations. Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage malgré tout à faire de l'automédication, à se soigner soi-même, même si cela est déconseillé? Il constate que maintenant, contrairement à avant, il parle de 15-20 ans avant, les médicaments de la rue sont vendus au vu et au su de tout le monde. Avant, quand ceux qui vendent les médicaments, ils le vendent en cachette, sous le manteau, comme on aime le dire. Et maintenant que ces médicaments-là sont vendus au vu et au su de tout le monde, est-ce à dire que les pouvoirs publics ont baissé les bras en la matière? Et il constate également qu'au Burkina Faso, on reconnaît la médecine traditionnelle. Et sa préoccupation, c'est pourquoi on ne communique pas là-dessus quand on sait que dans le secteur des tradithérapeutes, il y a beaucoup de charlatans. Monsieur Aruna Semporé de Zignaré se demande si c'est la peine d'aller au CSPS ou à l'hôpital pour un mal de tête quand on sait que le paracétamol peut guérir ces maux de tête-là. Quel conseil est-ce que vous leur donnez à tous ces téléspectateurs qui soignent leurs maux de tête de cette manière? Madame Fatimata Zida nous suit depuis Dédougou. Sa question concerne les femmes enceintes et les bébés. Quelle attitude doit-on adopter quand on est enceinte vis-à-vis des médicaments, de n'importe quel médicament? Elle se préoccupe aussi de l'usage que l'on fait des tisanes pour les bébés. Comment est-ce qu'il faut utiliser ces tisanes-là? Faut-il d'abord utiliser les tisanes? Comment les utiliser en gavage pour purger ou laver les bébés? Un téléspectateur qui a souhaité garder l'anonymat dénonce le fait que dans certains CSPS du Burkina, on vend des médicaments de la rue. Il a cité des cas de certaines villes et il aimerait savoir comment le ministère de la Santé peut travailler à ce que ceux qui veulent dénoncer ces situations-là puissent le faire quand ils ont les preuves à l'appui. Et parce qu'il se dit que tout ce que vous dites sur ce plateau est bien beau, mais si dans la réalité, ceux qui veulent dénoncer des situations de fraude ou de vente de médicaments de la rue ne peuvent pas le faire. Monsieur Claver de Bobo du Lasso pense que l'automédication et le recours aux médicaments de la rue est dû à la pauvreté. Et pour lui, il faudrait qu'on pense à baisser le coût d'accès à la santé, le coût d'accès aux soins de santé. Monsieur Dieudonné Birba nous a appelé de Tanguay et il se demande pourquoi on ne parle pas beaucoup des tradithérapeutes dans l'approche de soins des malades au Burkina Faso. C'est tout pour cette première partie. Merci Viviane Tiendrebego.
Donc, nous allons répondre à la première question. Professeur Guissou, les médicaments de la rue vendus hors officine, est-ce que cela peut rendre malade? Si oui, comment? On en avait déjà parlé. On avait déjà parlé, mais on va insister pour dire que personne ne peut dire qu'est-ce qu'il y a dans ces médicaments. Et c'est ça le problème. Actuellement, on a des maladies en croissance inexpliquée, notamment les problèmes rénaux, les problèmes hépatiques, etc., les problèmes cardiaques. Et pour le moment, on n'a pas fait de recherche pour essayer de voir est-ce qu'on peut imputer cette situation-là à ces médicaments-là. C'est pourquoi on dit que mieux vaut aller vers le médecin ou le pharmacien pour avoir la bonne conduite à tenir, parce que nous devons apprendre à gérer ensemble la santé. La santé, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le pharmacien, mais la population est garante de cette santé-là. Donc, si on donne des conseils, il faut en prendre compte. Et effectivement, comme ça, on va neutraliser les médicaments de rue, etc. Bon. Et ce qu'on appelle médicaments de rue, que je dis que ce n'est pas les médicaments de rue, bon, on dit pourquoi on ne les dénonce pas, etc. Mais c'est toute une mafia. C'est une mafia qui est là. Les vrais propriétaires de ces médicaments, ils sont là. Ceux qui approvisionnent, qui donnent aux enfants, qui dispersent beaucoup pour que les enfants la vendent et ramènent l'argent. Ce sont ces gens-là qu'il faut rechercher et puis les punir selon les dispositions de la loi. Il n'y a même pas à discuter sur ça. Parce que c'est une histoire d'argent. Voilà. Contre la vie et la santé des populations. On ne peut pas tolérer ça longtemps. Ouais. Pourtant, le phénomène existe depuis très longtemps. Il y a un téléspectateur qui disait qu'il y a de cela 20 ans, les gens se vendaient ces médicaments sous le manteau. Aujourd'hui, c'est au vu aussi de tout le monde. Dans chaque recoin de la rue, on voit des vendeurs de ces médicaments. Mais normalement, comme elle a dit, il y a des dispositions. Si la personne passe, même un agent de l'ordre qui voit un enfant avec un sachet avec des médicaments, il doit l'attraper. Mais ce n'est pas la... Non, je dis que normalement. Mais c'est comme ça. Sinon, les agents de sécurité, les côtoient dans les abords des marchés, ils sont... Il y en a même qui achètent pour... Ils sont assis devant le commissariat. C'est ça, ils sont assis devant le commissariat. Donc, je pense que c'est presque des amis, parce qu'à force d'être chaque fois ensemble, comme vous l'avez dit, ils peuvent même prendre souvent du paracétamol là-bas. Mais qu'est-ce que le ministère de la Santé fait pour cela, les pouvoirs publics? Ce téléspectateur, en tout cas, estime qu'il y a eu... les pouvoirs publics ont baissé les bras. Donc, quelle politique pour les médicaments traditionnels aussi, quand on sait qu'il y a beaucoup de charlatans dans le domaine? Les médicaments de la rue sont vendus au vu aussi de tout le monde, rien n'est fait. Et parmi les tradis praticiens, on constate qu'il y a beaucoup de charlatans. Qu'est-ce que le ministère fait pour réguler tout cela? Ok, merci. Pour ce qui est de la lutte contre les médicaments de la rue, le ministère n'a pas baissé les bras, en ce sens qu'il y a toujours des campagnes de lutte et de communication sur les médicaments de la rue. Et récemment, le Burkina a signé la convention Medicrime, qui est une convention internationale qui est même passée au niveau de l'Assemblée nationale, et pour lutter de concert avec les pays du Nord et aussi certains pays de l'Afrique contre en tout cas ce réseau, parce que comme ce que disait le professeur, c'est vraiment un réseau de criminels et un seul pays à lui seul ne peut pas parvenir en tout cas à bout de ce fléau-là. Donc le Burkina s'est mis aussi dans ce réseau de lutte contre les médicaments de la rue, et nous verrons certainement des résultats dans les mois ou dans les années en tout cas à venir concernant cela.
Mais comme ce que disait aussi un peu le professeur, la lutte contre les médicaments de la rue, il faudrait que ce soit une lutte commune. Il ne faudrait pas que ce soit une lutte qui soit limitée, j'allais dire, au ministère de la Santé. Je sais que le ministère de la Sécurité travaille de concert avec le ministère de la Santé dans ce sens-là, mais c'est aussi une lutte de toute la population du Burkina Faso. Autant, tant que je suis citoyen burkinabé, je vais acheter un médicament de la rue, je contribue à alimenter ce réseau-là. Il suffit que toute la population du Burkina décide de ne plus utiliser ces médicaments, que ce marché meure. Donc c'est vraiment un appel à, j'allais dire, à la population. Pour cela, il faut que la population aussi comprenne que ce ne sont pas des médicaments, effectivement. C'est un travail de sensibilisation qu'il y a à faire, effectivement. Donc, pour la question sur les médicaments, il faudrait dire que les praticiens sont de plus en plus organisés avec la direction de la médecine de la pharmacopée traditionnelle qui est au niveau de la direction générale de la pharmacie, qui permet vraiment de les organiser et de pouvoir, j'allais dire, contrôler un peu leur action. Donc, pour dire que c'est pas quelque chose qui est laissé, j'allais dire, où chacun peut faire ce qu'il veut, mais il y a des actions, en tout cas, de contrôle de cette médecine-là. Et nous avons également la journée de la médecine traditionnelle qui se fête chaque année et qui est un moyen, en tout cas, de pouvoir communiquer autour de la médecine traditionnelle, de montrer les actions qui sont faites au niveau du ministère de la Santé et de montrer aussi comment les praticiens sont organisés et le fruit aussi de la recherche qu'il y a autour de ces médicaments-là. Donc, je voudrais rassurer les téléspectateurs pour dire que c'est pas laissé, mais bon, il y a toute une organisation autour, en tout cas, de la médecine traditionnelle. Merci. Professeur Ouedraogo, il y a ce téléspectateur qui se demande si c'est la peine d'aller au CSPS ou à l'hôpital pour un mal de tête. On sait que le paracétamol peut guérir ces maux de tête. Quel conseil donnez-vous? Justement, c'est comme ce que le professeur Guissou a dit tout de suite, quand le monsieur a dit qu'il avait de la fièvre et qu'il a pris ça, sans chercher à comprendre pourquoi, d'où vient cette fièvre-là. C'est pareil que les maux de tête. Vous pouvez avoir des céphalées dues à une hypertension artérielle extrêmement sévère. Et si vous prenez un médicament juste pour rester à la maison et calmer cela, ça ne va pas régler le problème et vous risquez de faire un accident vasculaire cérébral et en mourir. Donc, en réalité, il n'y a rien de banal. C'est banal après avoir consulté et le médecin ou l'infirmier vous rassure que c'est banal et vous recommande donc de prendre du paracétamol sous quelque forme que ce soit. Mais ne pas banaliser de simples céphalées, parce que de simples céphalées peut révéler quelque chose de grave. Donc, je conseillerais à ce téléspectateur de se rendre au CSPS le plus proche de lui. Nous avons la chance qu'il y a beaucoup de CSPS au Burkina, donc on a rapproché donc l'offre de soins au domicile des populations. C'est d'aller consulter et d'être rassuré. Et en ce moment, il pourra prendre son paracétamol. Voilà. D'accord. Il y a ce téléspectateur qui pense que l'automédication avec les médicaments de la rue est due à la pauvreté. Il lance un appel à ce que l'on revoie les prix à la baisse. Docteur Gampini, docteur Nao, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens? La baisse des prix des médicaments. Docteur Gampini. D'accord. Bon, pour ce qui est du coût des médicaments, je pense que le ministère fait quand même pas mal d'efforts, notamment avec les médicaments génériques, où chaque année, nous avons en tout cas la commission des prix qui se réunit, qui essaye d'analyser et de revoir toujours les prix de telle sorte qu'ils soient quand même assez accessibles. Donc là-dessus, nous avons quand même un contrôle. Maintenant, pour ce qui est des médicaments dits de spécialité, cela ne dépend pas forcément de l'État burkinabé, à moins que l'État burkinabé décide de subventionner. Sinon, nous importons, j'allais dire, 100% de nos médicaments. Et pour les médicaments de spécialité, c'est
toujours difficile de négocier les prix parce que tout dépend de ce que le fabricant a mis pour fabriquer son produit. Mais au niveau des médicaments génériques, avec la centrale d'achat, il y a quand même un équilibre qu'on essaye de faire pour ramener les prix à les coûts quand même de façon de telle sorte que ce soit assez accessible pour la population. Professeur Ouédraogo, cette question concerne les femmes enceintes et les bébés. Quelle attitude adopter vis-à-vis des médicaments quand on est enceinte? Est-ce que les tisanes sont conseillées pour les bébés? Comment les utiliser en gavage pour purger ou les laver? Alors déjà, pour ce qui concerne la femme enceinte, c'est très clair. Il faut tendre à éviter l'automédication. Parce qu'il y a deux éléments en présence. Il y a la femme et il y a son bébé. Donc il y a un certain nombre de médicaments qui peuvent traverser le placenta et aller donc intoxiquer l'enfant tout en étant inoffensif pour la mère. Et donc il peut en résulter donc soit une perte de la grossesse, soit une malformation. Surtout pendant le premier trimestre, il y a un certain nombre de médicaments qui ne doivent pas être consommés par la femme enceinte parce que cela risque donc de compromettre l'organogenèse, la mise en place des organes de l'enfant. Et cela peut contribuer à donner des malformations. Donc, à toutes les femmes enceintes, prenez toujours un conseil avec soit la sage-femme, l'infirmier, le médecin spécialiste avant de consommer un produit. Même quand vous avez l'habitude souvent de prendre ce médicament, à partir du moment où vous êtes enceinte, ça change les choses. Pour ce qui concerne les bébés, eh bien, je saisis cette opportunité pour dire que nous ne recommandons ni le gavage, ni les purges. C'est dangereux. Ce sont des pratiques traditionnelles néfastes à la santé du couple mère-enfant. S'il y a des problèmes, mieux vaut consulter que de passer le temps à purger. Si vous allez, surtout actuellement en pédiatrie, on vous montrera des racines qui ont été à l'origine donc du décès de beaucoup d'enfants à cause de la purge. Il y a des perforations même intestinales dues à la pression du produit qu'on envoie à l'intérieur de l'intestin de l'enfant. Donc ce sont des pratiques que nous ne recommandons pas au niveau de l'offre de soins pour guérir un problème. Mieux vaut avoir recours au système de soins moderne donc du ministère de la Santé que de s'adonner donc à des purges dans le cadre d'une automédication. Il y a ce téléspectateur qui dénonce le fait que dans certains CSPS, on vend des médicaments de la rue. Docteur Gambini, ici le cas de Koudougou. Donc, comment le ministère de la Santé peut travailler à éradiquer cela en encourageant ceux qui veulent dénoncer ces situations avec des preuves à l'appui? Que tout ce que vous faites, ce que vous dites sur ce plateau est beau, mais bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Bon, je pense que... Vous en avez déjà entendu parler des médicaments de la rue vendus dans des CSPS? D'abord, le fait que ce soit un médicament dit de la rue qui se retrouve encore dans le CSPS, bon, je pense que c'est peut-être de faux médicaments au niveau des CSPS. Là encore, il faut avoir des preuves. Donc, pour moi, s'il y a un constat qui est fait de vente de médicaments, peut-être qui ne sont pas des médicaments issus peut-être du dépôt pharmaceutique, c'est-à-dire que le médicament est peut-être détenu dans le tiroir de l'infirmier, ou de l'agent de santé, c'est des dénonciations qu'il faut tout simplement faire. On peut aller porter plainte à la justice, c'est des choses qui sont faisables. On peut aller porter plainte au commissariat, mais en tout cas, il faut se plaindre. Il faut dénoncer. Tant qu'on ne dénonce pas, on ne peut pas aller à bout d'un phénomène. Il faut que la population dénonce tout ce qu'ils constatent qui ne sont pas, j'allais dire, qui ne sont pas réglementés, ou du moins qui ne font pas l'objet de quelque chose j'allais dire de droit. Je sais que je vais dans un CSPS, on me fait une prescription, je ne peux prendre les médicaments qu'au niveau du dépôt de ce CSPS-là. Si on me propose un médicament en dehors du dépôt du CSPS, il faut qu'on me donne l'explication. Je n'ai pas une bonne explication, je ne suis pas obligée de prendre ce produit et je dois dénoncer cela. Merci. Pour compléter à ce niveau, je crois qu'il faut dire que le ministère de la Santé fait de gros efforts régulièrement à travers des descentes, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour faire une inspection. Il y a des contrôles qui se font. Je crois que pour la région du centre où nous sommes,
c'est très régulier et nous collaborons l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins avec le ministère de la Santé pour ces descentes-là. Et cela nous a permis même de démasquer un certain nombre de choses qui se pratiquaient dans la ville de Ouagadougou. Et avec l'appareil judiciaire, nous avons donc condamné cela, fermé et pouvoir donc retirer près de 2 tonnes de médicaments chez une personne, par exemple, qui étaient des médicaments promis. Oui, tout à fait. Donc, c'est un travail qui se fait, mais c'est de façon perpétuelle et continue. Donc, nous devons inviter toute la population à être vigilante et à dénoncer à chaque fois, que ce soit à la gendarmerie ou à la police. Il faut dénoncer toutes les situations que vous voyez et qui vous paraissent anormales. Et maintenant, laisser le soin donc à l'appareil de vérifier cela et de condamner s'il faut condamner, s'il s'avérait que c'était vrai. Donc vraiment, c'est un appel à la population de dénoncer toutes les situations qui leur paraissent irrégulières. Docteur Nao. Bon, en fait, ce que moi je vais ajouter, les phénomènes existent même à Ouaga. En fait, il y a des moments dans nos officines, les gens viennent avec des ordonnances où on te dit, ça je l'ai déjà eu. Au finish, une fois je me suis amusé, j'ai cherché à comprendre. Mais les produits qu'il m'a montré, en fait, qu'il a payé la structure de soins directement, mais c'est les mêmes produits qui se retrouvent dans la rue. Ce jour-là, j'ai enlevé, j'ai pris l'image, j'ai même parlé à l'inspection. J'ai dit, bon, il faut aller voir. En fait, il y a un service d'inspection. Quand c'est comme ça, si nous on est saisi, on informe l'inspection d'aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, en inspection inopinée, ils peuvent en fait arriver à démasquer les choses. Mais cela veut dire que le téléspectateur a raison. Si à Koudougou, il y a eu un cas comme ça, cela veut dire que c'est réel. C'est possible. Il faut dénoncer. Il faut vraiment dénoncer pour permettre un mécanisme de contrôle et de répression de se mettre en marche. Oui, parce qu'il y a trop de choses à réguler, il y a trop de choses à contrôler. Et donc, on peut avoir souvent l'impression que le ministère de la Santé ne fait rien, alors que non. C'est parce qu'il y a trop de choses à faire. Donc, si vous dénoncez, ça peut contribuer donc à c'est tout comme les faux médecins ou les faux pharmaciens, etc. Des gens qui usurpent les titres et qui se mettent à professer. Donc, il faut dénoncer. Voilà. Professeur Guissou, quelles pourraient être les conséquences d'une automédication malencontreuse? Mais bon, on a déjà abordé la question d'une automédication malencontreuse, c'est-à-dire sans le contrôle du pharmacien pour l'accompagnement, etc., on risque toutes sortes de problèmes. Parce qu'il y a un médicament, comme je disais au début, a un principe actif. Le médecin peut prescrire le médicament, par exemple, pour le tractus digestif. Or, ce médicament-là, il va au niveau du cœur, il va au niveau des poumons, etc. Et là où il n'y a pas la maladie, il va là-bas, s'il trouve des supports pour agir, il va provoquer des problèmes respiratoires, cardiaques, etc. C'est imprévisible. C'est imprévisible. C'est pour ça que, comme on ne peut pas interdire l'automédication. Parce que c'est un problème de santé publique, parce que des fois, même dans la politique du ministère de la Santé, pour certaines maladies comme le paludisme ou autres, on demande de faire le traitement précocement. Si on dit qu'il faut forcément aller voir le médecin avant, etc., bon, on manque cet aspect-là. Et le paludisme peut s'aggraver. C'est pourquoi je dis qu'il faut le faire sous le contrôle et l'accompagnement du pharmacien. Quand le pharmacien va voir que ça dépasse ses capacités, il va dire au malade, il faut aller voir le médecin ou aller à l'hôpital. C'est vraiment la bonne conduite à avoir. Docteur Nao, quand une officine vend un médicament sans ordonnance et que survienne un problème, est-ce que le patient peut intenter, sur le plan médico-légal, est-ce qu'on peut intenter un procès contre ce pharmacien, contre l'officine? Est-ce qu'il y a des cas précédents? Bon, des cas précédents connus, oui, je dirais oui, parce qu'on a eu une situation tout de suite, mais en fait, ça, c'était pas... ça, c'est une erreur de délivrance. En fait, la personne a demandé un produit et on a donné un autre produit, malheureusement, où
les effets étaient carrément contraires, donc ça crée des dommages. Bon, mais ça a été géré. Mais dans la situation où un patient se présente dans une officine, il prend un médicament qui devrait être délivré sous prescription médicale, et il arrive, si malheureusement il arrive un problème, si on arrive à établir les liens de causalité entre la prise des médicaments et la plainte que les malades dénoncent, il est en droit d'intenter. Absolument. Donc, ça ne doute aucun. Voilà. Les pharmaciens, en exécutant une ordonnance même, a ses responsabilités engagées. Et en plus, sans ordonnance, il est doublement fautif. Il a ses responsabilités disciplinaires, civiles et pénales. Donc, il va répondre de ses actes. Et même des actes de ses auxiliaires. Voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est pour les auxiliaires. Parce que, vous voyez, le pharmacien, lui, il a fait 6 ans pour avoir son diplôme, connaître le savoir-faire. 6 ans. L'auxiliaire, il n'a jamais peut-être fait aucune école. Et l'auxiliaire va se permettre de conseiller un médicament à quelqu'un comme ça sans l'avis du pharmacien ou la présence du pharmacien. C'est assez grave. Or, on voit ça beaucoup. Oui, c'est très fréquent. À Ouagadougou, c'est très fréquent. Ça, c'est fréquent. Donc, ça, il faut que le pharmacien corrige ça. Il faut que le pharmacien corrige ça. Parce que quand on prend ce type d'automédication-là, nous, au niveau du corps médical, ça nous pose un problème parce que ça peut perturber le diagnostic. Ça peut entraîner un retard au diagnostic. Et le retard au diagnostic peut avoir des conséquences parce que la maladie va continuer à progresser. Mais est-ce que déjà il y a une fréquence des consultations dues aux effets secondaires, aux conséquences de l'automédication? Alors, il faut dire que c'est difficile de trouver des statistiques comme ça, mais le problème est plus pertinent quand vous allez à la néphrologie. Si vous allez au service de néphrologie, les conséquences les plus gravissimes vont se retrouver là-bas, et au service des patho-gastro-entérologie parce qu'il y a des intoxications hépatiques ou hépatiques et rénales. Et donc ça, on le voit dans ce service-là, et vous voyez que les demandes de dialyse ne font qu'augmenter. Et donc, dans l'interrogatoire, on retrouve toujours, le plus souvent, des produits qui ont été pris, soit malencontreusement, ça peut être soit des produits de la rue, des médicaments traditionnels aux doses méconnues, ou même des médicaments modernes, mais comme le professeur Guissou vous a dit, souvent la limite entre le thérapeutique et le létal, ça se côtoie, c'est comme la mer et la lagune. Donc il faut savoir manipuler pour ne pas se retrouver dans l'autre cas. Et c'est justement dans ce domaine-là où l'automédication malencontreuse est dangereuse avec des conséquences qu'on peut calculer. Et ces conséquences sur le plan du système de santé, ça coûte trop cher pour le système de santé. Voilà. Madame, je voudrais vous dire, nous on a fait une étude, ça je vais vous dire par exemple, l'étude qui a fait l'objet d'une soutenance de thèse a montré qu'il y a, sur les 399 cas qu'on a pu recenser, 45% étaient concernés des cas de délivrance sur prescription médicale, 47% cas de délivrance sur demande du patient et 30 heures, soit 8%, délivrance sur conseil. Si vous analysez ça, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que c'est la pression du demandeur là qui est plus élevée. Et parmi ça, encore on avait vu que 94% des médicaments donnés sur demande du malade, là, il y avait 90% ont été délivrés contenant ce que j'ai dit, les substances vénéneuses. Donc il y a eu une mauvaise pratique officinale. Ça c'est clair, c'est visible. Docteur Nao, c'est une étude qui condamne quand même. Oui, l'étude date de quand? L'étude date de 99, professeur. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on devrait reconduire cette étude, les chiffres doivent être meilleurs. Parce que, non, attendez, en fait, ce qui est dit, les raisons sont multiples. En fait, aujourd'hui, on disait tantôt qu'il y a un problème d'accès aux soins. Et les gens viennent à l'officine, des fois, avec des vieilles ordonnances. Qu'est-ce qu'ils disent? Je n'arrive pas à voir les médecins. C'est un traitement chronique. Qu'est-ce qu'on fait? Des antihypertenseurs
Et son rendez-vous, c'est dans 2 mois, dans 3 mois, ou bien son rendez-vous est arrivé, le médecin n'est pas là. On arrête son traitement ou bien... En fait, il y a ces cas-là. Et la plupart du temps, c'est des vieux emballages qu'ils amènent. Ah, voilà mon traitement. Et quand on regarde, la plupart du temps, c'est des traitements chroniques. Bon, quelqu'un qui dit que son médecin n'est pas là, il veut continuer son traitement jusqu'à son rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refuse de donner les médicaments? Des fois, on refuse catégoriquement, mais c'est des discussions à n'est pas finies. Donc, vraiment, et cette étude-là, si on refait ça cette année... Mais je vais refaire. Oui, on va refaire, professeur. Et donc, on reviendra sur ce plateau après l'étude. Découvrons à présent la deuxième session de questions des téléspectateurs. C'est toujours avec Viviane Tiendrevego. Alors, Monsieur Semporé Daouda à Ouagadougou pense que de nos jours, on devrait libéraliser les officines parce que quand vous rentrez dans certains quartiers, il faut parcourir plusieurs kilomètres avant de trouver une pharmacie, surtout la nuit. Et selon lui, on devrait autoriser les boutiques, du moins les grandes boutiques, à vendre les médicaments qu'on trouve en pharmacie, comme le font beaucoup de pays en Europe et aux États-Unis. Monsieur Ouedraogo Dieudonné de Bobo dit qu'il n'arrive pas à comprendre notre système de santé, qui dit qu'il contrôle les médicaments alors qu'il y a des gens qui arrivent toujours à faire entrer frauduleusement les médicaments dans le pays. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour limiter au maximum ce fléau? Monsieur Hamidou Ouedraogo constate qu'il y a beaucoup de pharmacies et malgré cela, il y a toujours des médicaments dans la rue. Comment on explique cela? Monsieur Rasmanin Dera a une préoccupation similaire. Pourquoi on permet de vendre les produits sur demande à la pharmacie sans ordonnance? Et une autre téléspectatrice, Madame Ouedraogo, qui travaille dans une pharmacie à Ouagadougou, son expérience à elle, c'est qu'il y a des gens qui viennent en pharmacie acheter les médicaments pour les revendre dans la rue. Et elle ajoute que quand elle constate, par exemple, qu'une commande est forte et qu'elle en parle à son patron, le patron dit « Ah, il faut me vendre mes médicaments ». Point, et puis c'est fini. Et elle aimerait savoir quelles sont les conséquences si on dénonçait ce patron-là qui vend des médicaments à des gens qui les revendent dans la rue. Monsieur Adaman suit l'émission et il souhaiterait une approche en langue nationale pour mieux conscientiser, selon lui, les populations rurales qui sont ceux qui ont le plus recours aux médicaments de la rue. C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Libéraliser la vente des médicaments, c'est-à-dire libéraliser les officines. Cette personne propose qu'on vende dans les boutiques pour que cela soit plus accessible, parce qu'il dit que dans certains quartiers, il faut parcourir plusieurs kilomètres avant de trouver une pharmacie. Professeur Guissou? Moi, je crois que je comprends la préoccupation qu'il pose, c'est-à-dire l'accès, le professeur Ouedraogo l'a dit, c'est l'accès aux structures de soins. Je comprends ça, mais on ne peut pas permettre à quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que le médicament, ce que c'est que la maladie, avant de délivrer des médicaments. C'est aller au suicide direct. Ça, aucune autorité ne peut accepter ça. C'est pas possible. La personne dit que bon, on voit ça en Europe, aux États-Unis, c'est faux. Ça ne se fait jamais là-bas. Là-bas, ouais, c'est plus serré que chez nous ici. On veut parler des médicaments non listés. Mais même là, c'est pas partout qu'on retrouve. C'est bien encadré. C'est ce qu'on appelle la parapharmacie. Voilà. Ça, ce sont des choses comme ça qu'on retrouve dans les boutiques. Sinon, c'est pas possible. Docteur Gampini, le système sanitaire qui dit contrôler les médicaments, alors qu'il y a des gens qui arrivent à faire entrer frauduleusement les médicaments dans le pays, on en a parlé.
Vous êtes encore interpellé? Oui, bon, je pense que la personne même a déjà sa réponse, c'est rentré frauduleusement. Donc, je ne sais pas, en dehors des médicaments, il y a combien de produits qui rentrent de façon frauduleuse au niveau du pays. Et là, je pense qu'il y en a énormément. Et le médicament est juste un élément parmi tous ces produits-là. Sinon, un médicament qui rentre par voie normale, d'abord, au niveau de la douane même, c'est bloqué. Tant que tu n'as pas une autorisation, tu ne peux pas faire sortir ton produit. Donc, c'est pour dire que tant que c'est rentré frauduleusement, je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais il y a d'autres moyens de pouvoir y mettre fin, quoi. Voilà. D'accord. Ok, allez-y, docteur. En fait, je crois que par rapport à ça, il faut heurter le pouvoir public. En fait, c'est de leur responsabilité. Aujourd'hui, comment, en fait, on passe à travers nos frontières avec des grosses quantités de médicaments. La dernière fois, la gendarmerie a saisi une grosse quantité. On nous a appelés en tant qu'ordre, on est allé voir. Mais après, les médicaments ont disparu. Oui, tout simplement. En fait, puisque nous, on n'a plus eu de suite. On a demandé, on dit non, on va faire une communication là-dessus. Les médicaments, on ne les a plus retrouvés. Le plus grand marché des médicaments de la rue, là, c'était à Cotonou, mais le président Talon. Aujourd'hui, moi j'ai discuté avec un Béninois, il m'a dit qu'il n'y en a plus. Voilà, c'est que même si ça rentre frauduleusement, on rencontre les vendeurs à tous les coins de la rue. Il faut des actions fortes. Il faut dire qu'il y a le pouvoir public, mais il y a aussi les populations. Nous, ça veut dire qu'on n'a pas une capacité de dénonciation suffisante. Il faut dénoncer. Souvent, même si l'agent n'est pas là, nous sommes au marché, des gens circulent avec des médicaments. Il faut pouvoir dénoncer. Le silence, c'est ça qui nous rend coupables aussi. Il faut dénoncer pour permettre aux forces de l'ordre de pouvoir agir. Moi, je pense que le sujet, la force de l'ordre voit ça. Donc, moi, je pense qu'il faut peut-être, que le ministère de la Santé trouve peut-être des mesures encore plus fortes pour réguler ce problème. En collaboration avec le ministère de la Sécurité. Mais que l'initiative vienne du ministère de la Santé. Vous savez, ils le font. Ils le font, on ne le dit pas pour les défendre, mais ils le font et c'est certainement pas suffisant. Il faut encore davantage, plus d'actions. Mais les actions fortes là doivent se faire également grâce à la dénonciation par les citoyens qui vivent au Burkina. Comme je vous l'ai dit, sur la base d'informations, l'année dernière avec la direction régionale de la santé, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, on a pu mettre la main sur un monsieur qui avait plus de 10 cabinets dans la ville de Ouagadougou avec un stock de 2 tonnes de médicaments prohibés. Nous sommes allés jusqu'en justice contre ce monsieur, l'ordre des pharmaciens et l'ordre des médecins. Voilà. Donc, mais c'est sur la base de dénonciation. Si les gens n'avaient pas dénoncé, on ne serait pas allé là-bas. Donc, il faut encourager la population à dénoncer. C'est vrai que les pouvoirs publics doivent faire encore beaucoup plus d'efforts en collaboration avec le ministère de la Santé, mais aussi la population, puisque c'est la population qui consomme ces produits. Et aussi que le ministère de la Santé redouble d'action au niveau de la sensibilisation. Parce que l'ignorance, c'est un problème. Mieux vaut être sous-alimenté que sous-informé. D'accord. Il y a cette situation également des gens qui viennent payer les médicaments et qui partent revendre dans la rue. Donc, des officines qui approvisionnent les vendeurs des médicaments de la rue. Non, mais ce qui me paraît curieux dans ça, c'est qu'ils disent qu'ils vont dans la rue parce que le médicament coûte moins cher. Donc, ça voudrait dire qu'à l'officine, ça coûte cher. Si je comprends bien. Alors, lui prend à l'officine qui coûte cher, il revend dans la rue moins cher. Qu'est-ce que lui, il gagne? Cela veut dire que c'est moins cher dans les officines. Ben oui, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment des... Parce que quand il prend son paracétamol, il calcule, c'est que ça coûte à l'officine, plus les conseils, ben, il verra qu'il gagne. Donc, la personne veut dénoncer son patron, mais elle veut s'assurer d'abord s'il y aura des conséquences, s'il n'y en aura pas. Donc, ce n'est pas la peine qu'elle prenne le risque même de perdre son emploi.
en fait, par rapport à ça, bon, comme elle a dit qu'elle est auxiliaire dans une pharmacie, ce qu'elle dit, c'est juste. Sinon, en fait, nous ne faisons pas de la vente en gros. Dans les officines, on ne le fait pas. Donc, si elle veut dénoncer, il n'y a qu'à nous donner l'information au niveau de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmacies. De façon anonyme? De façon anonyme. Nous, on va gérer la suite. Je crois que... je voudrais ajouter, madame, c'est pourquoi je dis que c'est le travail du pharmacien. Le pharmacien sait quelle quantité de médicaments tu ne dois pas délivrer en une seule fois. Ça, c'est clair. Mais l'auxiliaire, elle peut ne pas connaître, hein. Elle peut avoir des problèmes, mais le pharmacien, lui, il sait. Quelqu'un qui vient avec, c'est même pas une ordonnance, une liste de médicaments que lui, il veut acheter. Mais on ne peut pas accéder à ça comme cela. D'accord. Ok. Cette personne pense que malgré le nombre de pharmacies qui est très élevé, il y a toujours des médicaments de la rue. Comment expliquer cela? Malgré qu'on ait beaucoup de pharmacies, il y a toujours les médicaments de la rue. Ça veut dire que la demande est toujours forte. Non, c'est pas forcément une demande, c'est comme a dit le professeur Guissou, hein, c'est une question d'argent. Il y a des gourous de ces produits-là qui sont tapis dans l'ombre et qui vendent de l'illusion à travers ces substances-là pour se faire de l'argent. Donc c'est de l'escroquerie en fait, si vous voulez. Voilà, donc ce n'est pas au regard de l'ampleur des problèmes que ça, ou bien malgré le fait qu'on rend le médicament disponible et ces produits rentrent. Non, c'est un circuit frauduleux de gain d'argent et c'est ça le problème. Dernière question des téléspectateurs. Pourquoi on permet de vendre les produits sur demande en pharmacie sans ordonnance? Donc lui, il pense qu'on doit exiger une ordonnance forcément. Comme les médicaments hors liste. Par rapport à ça, il y a des aspects. Les médicaments conseils, comme on le dit, les médicaments hors liste sont plus ou moins de vente libre suivis des conseils d'utilisation. Maintenant, les médicaments qui sont inscrits sur les listes, ça, selon la législation, c'est pas possible de les délivrer. Maintenant, ce qui lui pose comme problème, et pourquoi on accepte vendre, c'est ça la question. Sans ordonnance. Oui, mais si c'est des produits de vente libre, avec les conseils d'utilisation, on peut les faire. Mais madame, bon, avec leur autorisation, il y a des langages qu'il faut changer. On ne vend pas des médicaments, on délivre des médicaments sur la base d'une ordonnance ou d'un conseil. Si on parle, on dit comme ça, les gens vont comprendre que ce n'est pas une boutique de vente. Voilà. Ça, il y a des choses comme ça qu'il faut que les gens comprennent et disent que bon. Mais si on dit, par exemple, je me rappelle qu'au début de l'émission, vous avez dit pour une toux, pour etc., on va pour chercher des médicaments. C'est vrai que ça peut être peut-être un signe de quelque chose de grave, parce qu'une toux, ça peut être un problème pulmonaire assez grave, des choses comme ça. Donc, mais si la personne veut se soulager dans la nuit avant d'aller à l'hôpital le matin, bon, si on lui dit non, tu ne peux pas avoir ce médicament, la nuit ici ça s'aggrave. Alors que si ça se calme, demain il peut aller voir le médecin tranquillement. Et ça pose aussi le problème de l'ordonnance. En fait, qu'est-ce que l'ordonnance? Est-ce que c'est les bouts de papier avec des cachets, on ne sait pas de qui? Est-ce que c'est des ordonnances? Maintenant, aujourd'hui... Ah oui, prescription. Sans tous les éléments, est-ce que... Et le pire, présentement, ce qui se passe, c'est des SMS que nos amis prescripteurs envoient sur le téléphone des gens, ils se présentent à l'officine avec ça. Est-ce que c'est des ordonnances? Donc, en fait, ça relance tous les problèmes de l'ordonnance médicale. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel conseil pratique, professeur Guissou, en cas de malaise ou problème dû à l'automédication? Comme j'avais dit au départ, on ne peut pas interdire l'automédication. Okay. Maintenant, quand quelqu'un va vers le pharmacien en premier lieu pour demander un médicament que lui-même il vient indiquer, moi je veux ça, ou comme il disait, il présente une
vieilles boîtes, etc. Il faut que le pharmacien évalue sa capacité à prendre en charge cette situation-là. S'il sait qu'il ne peut pas, il peut lui donner quelque chose pour le calmer. Il lui dit, demain matin, si c'est la nuit, demain matin, il faut aller aux premières heures chez le médecin. Voilà. Mais s'il sait qu'il peut prendre ça en charge, bon, il prend en charge, mais quitte à lui d'assumer ses responsabilités. Voilà. Voilà. Donc, mais moi, ce que je conseillerais, il faut que, comme je l'ai dit pendant le débat, les médecins, les pharmaciens, les équipes de santé, là, tous se mettent autour du patient pour soulager les populations. Mais si nous-mêmes, on est là en train de se bagarrer, moi, c'est moi qui ai dit, c'est moi. Voilà. En fait, c'est le malade qui va perdre. L'automédication doit être vraiment encadrée. Et c'est là qu'on voit le rôle du pharmacien. Là. Il faut que le pharmacien se ressaisisse. Moi, je dis ça toujours à mes collègues, je suis pharmacien, donc je suis à l'aise pour parler, pour que vraiment les gens ne banalisent plus le médicament et qu'ils sachent que le pharmacien fait partie d'une équipe de soins. Voilà. C'est ce que vraiment moi je peux dire. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances.